Eh bien, allez, je vous propose de commencer, de débuter. Alors, bienvenue à tous pour notre avant-dernier webinaire du mois de l'année, hein, donc dédié principalement aux audits Calliope sur nous, ce qu'on a vu, notre retour d'expérience sur les erreurs qui sont le plus fréquemment rencontrées lors des audits Calliope par nos auditeurs, le retour d'expérience qu'on a. Et pour commencer, Karim, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, merci de vous rendre si nombreux disponibles hein, pour Mhm. nos webinaires mensuels. J'ai 22 ans, un peu plus maintenant, hein, on oublie que le temps passe vite. Et un peu plus de 22 ans dans le monde, dans l'environnement de la formation professionnelle d'apprentissage. Beaucoup d'audits Calliope, bien évidemment, ancien dirigeant d'un OF en région PACA. Et dorénavant, depuis quelques temps, maintenant, ça passe 6 ans, dirigeant mon cabinet d'audit et de conseil. Voilà. Exactement, comme tu dis, le temps file. Et moi, voilà, donc 5 années d'expérience, on pourra mettre 6 dans quelques mois, en tant qu'auditeur qualité, également auditeur Calliope, hein. Certains organismes ont pu m'avoir pour leurs audits et d'autres m'auront dans les semaines à venir. Et également chargé du maintien du système qualité ici chez ISQ Certification, car nous aussi, nous sommes audités par le COFRAC pour maintenir notre accréditation pour délivrer les certificats Calliope. Voilà donc le sommaire de cette édition. Ce sera premièrement la cartographie des certifiés, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, la présentation sur les chiffres. Ensuite, retour sur l'édition de septembre 2025, quelques questions qu'on a extraites de vos questions du précédent webinaire. Le cœur de ce webinaire, les constats en tant qu'auditeur qu'on a constaté, les erreurs qu'on constate chez vous, organisme de formation, et puis une petite conclusion. Voilà, Karim, un petit rappel qui ne fait pas de mal sur le contenu et l'objectif de nos webinaires. Oui, comme tu l'as dit, hein, l'ISQ est accrédité et donc en tant qu'organisme certificateur, l'ISQ a pour mission hein, de faire une vérification des processus organisationnels des OF et donc on ne peut pas répondre, hein, et c'est bien clair avec le COFRAC, on ne peut pas répondre à toutes ces questions d'ordre légal et juridique qui relèvent de la Mhm. responsabilité des OF. Cependant, comme vous savez, on a une pratique d'éclairage, on va dire, avec les questions qui nous sont posées post-webinaire et on fera le nécessaire pour pouvoir répondre. Mais encore une fois, toutes ces questions régulièrement posées d'un point de vue juridique, on ne pourra pas vous conseiller sur ce sujet. Ça fait exactement. On ne peut pas être juge et partie. Alors, je vais commencer par la cartographie des certifiés. Donc, en comparaison sur l'année dernière, on est passé de 127 000 NDA actifs pardon, à 139 400. On a pris donc plus 10% de NDA en plus par rapport à l'année dernière sur la même période. Et au niveau des prestataires certifiés, il y a une petite augmentation par rapport à l'année précédente. 963 prestataires certifiés en plus par rapport à l'année dernière. Ce qu'on constate, c'est au niveau des NDA caducs. Maintenant, il y a une plus grande vigilance hein, de la part des OF. On a moins de NDA qui sautent, on dit, par rapport à si vous avez oublié de déclarer un BPF, par exemple. Ce genre de situation arrive de moins en moins car voilà, les organismes ont compris que si le NDA n'est plus actif, eh bien la certification Calliope ne l'est plus non plus et donc impossible d'obtenir des financements. Toute cette chaîne-là, certains l'ont bien compris et maintenant sont beaucoup plus vigilants sur la période de mai-avril pour déposer leur BPF. Raphaël, petite Oui, question par rapport à ces chiffres. Est-ce que tu peux redonner les sources hein, ouais. officielles concernant ces chiffres? Bien sûr, alors alors la source vient donc de data.gouv, hein. Si vous tapez liste organisme de formation, c'est le premier lien qui apparaît. Et donc c'est un lien, c'est un fichier Excel qui est mis à jour quotidiennement, tous les jours, où dessus on peut voir les NDA qui sont actifs et qui est certifié Calliope ou pas.
Et donc, je me sers de ce fichier Excel-là pour extraire ces extractions. Très bien, merci pour ce point de clarification, hein. T'en prie. Donc, on revient sur les questions qu'on a eues l'édition précédente, septembre 2025. Première question, Karim. Est-ce que lors d'un audit de contrôle ou un audit de surveillance, est-ce que l'auditeur peut demander à l'organisme de formation de fournir les numéros de déclaration d'activité de ces formateurs qui sont sous le statut auto-entreprise? Alors, j'aimerais rebondir avant de donner les réponses. On a régulièrement, hein, des questions auxquelles les réponses avaient déjà été données sur les webinaires précédents, sur les thématiques et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a souvent des questions redondantes qui reviennent. Donc, on fait ces extractions en fonction aussi de la répétition des questions. Donc, cette question est revenue souvent. Et donc, l'auditeur n'a pas vérifié les NDA des intervenants externes. C'est bien de la responsabilité. Entre autres, quand on parle de l'indicateur 27, par exemple, Hmm. c'est bien de la responsabilité de l'OF de s'assurer de. Nous ne sommes pas les contrôleurs DRIETS. Donc, lors de l'audit, on n'a pas à faire cette vérification-là. Très bien, merci Karim. Une autre question qui est revenue par rapport au plan qualité qui a été publié durant l'été qu'on avait présenté, une question qui est revenue, comme tu dis, assez régulièrement. Est-ce que l'audit de surveillance en présentiel et en présence du dirigeant est applicable à partir de quand? Une partie de ce fameux plan qualité qui a déjà été acté sous forme d'arrêté. Et il y a une autre partie qui est en cours. Bon, je ne vais pas vous faire fi de cette instabilité politique sur ce sujet-là. Cependant, pour l'instant, on n'a pas de disposition. C'est pas une obligation. Donc, c'est plutôt une orientation. Euh, j'ai écho que beaucoup d'OF ont déjà pris l'initiative de rendre présent le dirigeant qui se rend disponible. Je trouve que c'est tout à fait logique, à mon sens, que le dirigeant soit présent, mais ça reste une disposition et non une obligation à l'heure d'aujourd'hui. Merci Karim pour cette clarification. Autre question encore sur les NDA. Qu'en est-il pour les formateurs européens qui sont dispensés d'avoir un NDA? C'est un gros sujet, hein. Mhm. C'est un très gros sujet. Je sais que c'est une vraie question, en tout cas, d'organisation et de respect de la législation. Que dit le texte, hein? C'est bien que c'est le NDA du donneur d'ordre qui suffit pour les formateurs. Européens ou autres, hein. Il n'y a pas que les Européens. On a fait des audits de structures qui dispensaient des actions autour des langues. Donc, il y avait d'autres nationalités. Et c'est bien le donneur d'ordre qui s'assure du contrôle pédagogique administratif, hein, et qui doit être bien évidemment certifié. Cependant, on a eu aussi des cas de figure où c'est le formateur, entre guillemets, étranger, qui lui dispensait en direct. Et ça, c'est pas possible. Si c'est lui qui dispense en direct sur le territoire français, hein, il est lié par le Code du travail, donc avec une obligation de déclaration d'activité. Donc forcément, le NDA obligatoire, disposer d'un BPF et disposer d'un SIRET et tenir un BPF. Mhm. Avec toutes les obligations d'un organisme de formation classique. Très bien, merci Karim pour ces réponses. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur de notre sujet, les principales erreurs qu'on rencontre en audit. Alors, on a décidé de construire en trois étapes, l'avant, le pendant et l'après. Donc, pour commencer, qu'est-ce que nous, on voit en amont de l'audit qui revient régulièrement en tant qu'erreur ou problématique qui se pose? Alors, le sujet, nous avons souhaité l'aborder avec une porte d'entrée plutôt organisationnelle et fonctionnelle. Tous ces constats sont plutôt dans une organisation globale et ça vous permettra aussi d'avoir un premier chapeau d'anticipation des erreurs que vous pourriez, en tout cas, mettre en œuvre malheureusement, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une clarification
de ce qui nous pose régulièrement quelques soucis durant les audits, que ce soit pour les auditeurs ou que ce soit pour vous, prestataires audités. Donc, il y a effectivement ces éléments documentaires. On avait déjà abordé le sujet, hein, Mhm. avec un organigramme pas à jour. Bon, on découvre le jour même qu'il y a un nouveau dirigeant ou un nouveau responsable ou une modification complètement des intervenants. Un BPF mal renseigné, tu l'as dit, Raphaël, des fois on découvre qu'il y a une déclaration de sous-traitance et finalement il n'y en a pas, et ou de la certification ou Ouais, pas, ou c'est de possible. l'alternance ou pas. Et c'est pour ça que la liste des actions qui ne sont pas mises à jour pose le problème. Mais c'est important, on l'avait déjà notifié lors d'un webinaire, de bien transmettre les informations, parce que généralement, quand vous planifiez vos audits, alors c'est 4 5 mois, 6 mois peut-être pour certains, alors effectivement, entre-temps, il y a une mise à jour, n'hésitez pas à retransmettre les bonnes informations à l'ISQ, parce que lors de la prise de contact avec l'auditeur, ça sera également le moment de bien notifier les principales, en tout cas, modifications organisationnelles, le RP, voilà, la direction, ainsi de suite, ainsi de suite. Mhm. Au niveau du plan d'audit, qu'est-ce qui pose souvent problème? Alors, souvent, on n'a pas la bonne identification des personnes et de leurs fonctions. Surtout, on le découvre le Mhm. jour J. Vous savez, on vous envoie le plan d'audit, vous devez nous le renvoyer avec les personnes qui seront potentiellement présentes, mais les fonctions, des fois, elles ne sont pas les mêmes. Donc, soyez clairs sur l'envoi du plan d'audit en identifiant bien les fonctions. Si la présence d'un consultant externe, il faut bien le préciser, hein, on ne doit pas le découvrir le jour J. Et vous savez qu'en plus, pour l'ISQ, ce n'est pas au consultant externe de conduire et de répondre aux questions pleines et totales durant l'audit. Mhm. Euh, Identifiez bien la plateforme aussi visio, là, typiquement pour le surveillance, hein, les auditeurs, il faut qu'ils s'adaptent aussi à votre plateforme visio. Tout à fait, exactement. Bah, justement, en parlant de audit de surveillance, dans cette préparation de l'audit de surveillance, qu'est-ce qui revient comme Oui, problématique? on avait déjà abordé le sujet, hein, la problématique de la compatibilité, bon, la visio. Euh, mais la mise en situation réelle dans l'espace prévu, c'est important parce que on a constaté qu'également, alors quand on fait les tests en amont, ainsi de suite, Mhm. bon, pas de problème, chacun est de son côté, et quand on se retrouve le jour de l'audit où les prestataires rassemblent toutes les personnes, et ben là, on se rend compte que bon, problématique de connexion, problématique de partage, et ainsi de suite. Et donc, n'hésitez pas à préparer aussi votre audit en situation réelle, dans la salle, dans l'environnement prévu. Au même titre, n'oubliez pas que dans l'audit de surveillance, quand il n'y a pas d'action mise en œuvre, hein, entre les audits, c'est bien les processus qui sont à démontrer. Et où, et où la possibilité de revenir sur une action, hein, d'accord? Mais ça, c'est à la charge de l'auditeur de déterminer son échantillonnage. Mais cependant, n'oubliez pas que ce sont bien des processus durant l'audit de surveillance. Mhm. Mhm. Et justement, pour ce qui est audit initial ou audit de renouvellement, qu'est-ce qu'on peut rencontrer qui peut être bloquant sur l'amont de l'audit? Bah voilà, c'est ça, c'est cette notion de mise en œuvre effective de l'action Mhm. de formation par catégorie d'action. Des fois, on se retrouve dans la situation où on nous dit, on arrive, on nous dit, bah, j'ai pas fait d'action de formation entre les audits. Ah là, attention, hein. Sur l'audit Mhm. initial et l'audit de renouvellement, les textes sont clairs, c'est vraiment une mise en œuvre effective. Alors, on peut aller un peu plus loin, ça peut faire l'objet d'échanges aussi avec l'ESQ dans la notion d'effectivité de l'action de formation, mais cependant, les textes sont clairs, hein. Il faut participer et produire une action de formation effective. Exactement, merci Karim. Et maintenant, on rentre, voilà, notre audit va débuter, notre audit il commence. Et quels sont justement ces petits points qui peuvent poser problème? Alors, on est bien d'accord que tout ce qu'on est en train de dire, je suppose que, alors c'est des retours d'auditeurs, hein, bien évidemment, mais aussi de Mhm. prestataires, hein, donc tout ce qu'on est en train de dire, c'est bien aussi des réalités opérationnelles.
Bien. durant la réunion d'ouverture, par exemple, sur un audit de surveillance, on prend une demi-heure, trois quarts d'heure de présentation. Non, soyez succinct, clair, parce que le temps joue contre nous, hein, entre guillemets, et ça risque aussi d'empiéter assez de manière considérable sur la suite de l'audit. Donc faites une présentation plutôt succincte, puisque les informations, nous les avons, hein. L'auditeur, il s'appuie sur les rapports d'audit précédents, et donc il a déjà toutes ces informations. Hormis, si vraiment il y a eu de grosses modifications, là, n'hésitez pas à aborder le sujet, vous l'avez dit, Mhm. durant la présentation, parce que ça va avoir son importance, et on verra pourquoi ça a son importance d'avoir une présentation claire, succincte, et en intégrant toutes les modifications et les changements. Voilà, hein, c'est des informations fondamentales dont on parle. Concernant les multisites, des fois, en réunion d'ouverture, il n'y a pas de pilote. Bon, bah, écoutez, c'est fort regrettable parce que quand même la présence du pilote lors de la réunion d'ouverture, elle est fondamentale. Donc Mhm. voilà, pour les multisites, le pilote doit être présent. Pareil, hein, dans le cadre du choix de l'échantillonnage, on en a parlé, hein, l'absence de la liste des actions mises en œuvre entre l'audit précédent et celui-ci. Bon, on n'a pas de liste, donc ça veut dire que quand on arrive pour faire l'échantillonnage, on n'a pas préparé d'outils de synthèse qui liste toutes les actions, date de début, date de fin, voilà, toutes les informations qu'on... Et ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Au même titre que dans le choix d'échantillonnage, on a constaté des délais de recherche documentaires trop longues. Trop longues. Lorsqu'on va chercher des dossiers, lorsqu'on va. Ça prend beaucoup trop de temps dans la durée de la conduite de l'audit, au même titre qu'au distanciel. Bon, ça en lien aussi avec l'audit de surveillance. Il y a une mauvaise synchronisation des prises de partage, des prises de parole et des partages documentaires. On le constate, hein, des fois on s'empiète, on ne s'entend pas, ça crée un brouhaha. Et ça désorganise complètement la qualité de l'audit. Donc, d'où l'importance de vous mettre en situation avant de partage et bien d'identifier les temps de parole de qui fait quoi. Mhm. Exactement. Et au niveau du certificat Calliope, qu'est-ce qui peut être problématique sur ce sujet? De perdre du temps sur quelque chose qui est acté depuis quelques années maintenant, hein. C'est la mise à jour dans les locaux certificats et sur le site internet, et ou de ne pas mettre à disposition le certificat aux intervenants quand ils sont en situation d'intra ou de location de salle. Donc là, commencer l'audit avec une non-conformité constatée sur majeure en plus sur la non mise à jour du certificat, c'est pas Bon, donc, top pour commencer l'audit. exactement. Voilà, comme les renouvellements sont passés, normalement, là, vous avez un nouveau certificat qui couvre le nouveau cycle. Et donc, c'est celui-là qu'on doit voir sur le site internet et dans vos locaux. On n'est plus censé voir l'ancien. Et là, du coup, on rentre cette fois dans la conduite de l'audit. On est au cœur de l'audit. Quelles sont, nous, les erreurs en tant qu'auditeur qu'on constate régulièrement? C'est ce que je vous disais. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser l'audit. Et Mhm. donc, dans cette notion de sécurisation de l'audit, il faut que aussi les organismes de formation bah, démontrent qu'ils ont préparé l'audit à minima. Et le constat, il est que parfois, on a un audit et certains prestataires n'ont pas le RNQ sous les yeux. Bon, chacun, peut-être qu'ils le connaissent par cœur, hein, entre autres, Raphaël, mais je vous, alors, préconise, c'est un grand mot, mais d'avoir le RNQ pour une lecture en commun Mhm. des indicateurs. Et aussi, une erreur que font beaucoup, c'est la non prise en compte du glossaire. Des fois, on découvre que le prestataire découvre lui aussi le glossaire, qui est un glossaire qui existe. Bon, au bout de 5 ans, je ne vous cache pas que ça dénote déjà d'emblée, voilà, c'est des signaux qui ne sont pas très favorables. Pareil pour la non prise en compte des nota bene, hein. On a beaucoup abordé ces sujets durant les webinaires précédents. On a aussi souvent des éléments de preuve documentaires présentés de manière aléatoire. Moi, tiens, ah bah tiens, j'ai oublié, j'ai ça aussi. Ah bah ça, bah non, mais ça ne correspond pas du tout à l'indicateur. Donc, dans la préparation, c'est fondamental parce que durant l'audit, on doit être efficient dans la démarche et être dans Mhm. une démarche qualitative en interaction. Donc, il y a des signaux qui sont très forts aussi et ces éléments-là participent à la qualité de l'audit
pareil, on a constaté, et ça c'est des erreurs, la monopolisation des réponses par le dirigeant et ou le responsable. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de la table. Et généralement, il y a une personne qui est prépondérante. Et ça, c'est mauvais signal pour démontrer la maîtrise des processus organisationnels. Bon, on est formateur indépendant, il n'y a pas de débat. Pas le Mais choix. lorsqu'on a trois, quatre personnes qui sont identifiées dans le plan d'audit, en plus, c'est important de leur laisser la parole. Pareil, le décalage entre le PowerPoint de présentation dont on a parlé et la mise en œuvre effective. On nous présente beaucoup de choses sur le PowerPoint. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil pédagogique aussi, le PowerPoint, pour l'auditeur. Lui, il sait déjà pratiquement, hein, avec l'expérience qu'on a à l'ISQ, la moitié de son audit, il est calibré déjà. Et donc, si on se rend compte qu'il y a des informations qui sont transmises sur PowerPoint et il n'y a pas de mise en œuvre effective, bon, là ça interpelle, pareil pour cette notion distancielle, on a parlé dans l'audit de surveillance, l'absence d'assistance technique, et pourtant c'est très clair, sur l'indicateur 19, on doit avoir une assistance technique concernant le multisite. Alors, on a des process et des pilotages présentés, la plupart du temps par fonction centrale, et puis déploiement complètement différent sur les sites audités. Et sachez que l'auditeur, il peut également demander des éléments hors périmètre de l'audit, hein. Il y a Hmm. les sites qui sont audités, Raphaël, tu me dis si je me trompe, mais il y a les sites audités dans le cadre du périmètre officiellement, mais on peut tout à fait, en tant qu'auditeur, s'assurer que sur les autres sites aussi, on a bien les mêmes éléments. Et la problématique dans le cadre de l'audit multisite, c'est que s'il y a une non-conformité sur le site, ça a un impact sur les autres sites, dans la démonstration de la mise en œuvre effective des plans d'action, et également potentiellement sur la démonstration du pilotage par la fonction centrale. Et ça, de plus en plus, on a ce constat-là, une fonction centrale forte. Et après, dans le pilotage et suivi de contrôle sur les sites, on a quelques problématiques constatées. Concernant la VAE, alors, ça a été un sujet et un débat. En plus, en ce moment, il y a beaucoup d'informations concernant également la VAE. La confusion entre l'accompagnement et l'action de formation. C'est important que vous compreniez que le RNQ a des indicateurs communs. Et le certificat Calliope est attribué à une catégorie d'actions. Bon, action de formation, bilan de compétences et la VAE. Hmm. Et généralement, dans la conduite de l'audit, on oublie que les indicateurs communs existent, sont présents, et ce n'est pas uniquement les obligations spécifiques dans le RNQ qui a à prendre en compte. C'est l'indicateur commun, le niveau attendu, ensuite les obligations spécifiques. Et souvent, c'est un point qu'on va aborder un peu plus tard dans les erreurs qui sont faites sur la VAE. Donc, j'ai remis le texte de loi, hein, pour bien reclarifier cette disposition-là. Concernant le bilan de compétences, on a cette notion d'RGPD qu'on a également lors des audits, hein. Il y a un cadre législatif. Voilà, il n'y a pas de débat sur le sujet. Donc, dans la conduite de l'audit, faites attention aux notions d'RGPD. L'auditeur, il n'a pas vocation à aussi être stricto sensu sur l'absolue nécessité d'avoir les interlocuteurs, le nom des personnes accompagnées, d'autant plus que le cas de RGPD est clair. Dernier aussi point, alors ça c'est quelque chose, je vous le dis, et pourtant ça faisait l'objet de webinaires précédents, la méconnaissance des 14 missions du CFA. Et pourtant, elles sont diluées dans les RNQ, mais lorsqu'on aborde la catégorie par apprentissage, on découvre que les prestataires, en tout cas les personnes dans la mise en œuvre, ne connaissent pas les 14 missions du CFA, alors que c'est Hmm. quand même le code du travail. Et là, ça peut faire l'objet des contrôles de RIETS, entre autres. Mais bon, c'est dommage. Voilà, imprégnez-vous des 14 missions du CFA. Ça fait très bien. Merci Karim pour ces précisions. Et là maintenant, voilà, on a fini notre audit, on est en train de clôturer l'audit, c'est plusieurs journées d'audit qui viennent de s'enchaîner. Quelles sont encore les erreurs à éviter sur cette fin d'audit? Alors, lors des réunions de clôture, ne pas attendre à contester une non-conformité. Très clairement, vous avez la possibilité, et les textes sont clairs, que l'auditeur, il notifie logiquement à la fin de chaque indicateur ou de critère, hein. Raphaël, tu me dis si je me trompe, mais la démarche, c'est celle-ci, de notifier le constat, la conformité ou la non-conformité. Et pendant l'audit, vous pouvez tout à fait aussi apporter des éléments de preuve pour pouvoir lever pendant l'audit, mais n'attendez pas la réunion de clôture. Vous pouvez contester, attention, en réunion de clôture, hein, mais ne pas attendre.
pour être dans un audit de qualité, au même titre que apporter des éléments de preuve complémentaires hors délai, hein, parce que la réunion de clôture, c'est cadré, et d'amener les éléments de preuve pendant la réunion de clôture, c'est pas du tout ce qui est attendu. Donc, pendant l'audit, si vous êtes confronté à des non-conformités, n'hésitez pas à apporter aussi des éléments de preuve. La réunion de clôture est là bien dans un cadre spécifique. de restitution de ce qui a été vu. Donc, c'est plus le moment pour apporter des éléments de preuve. Hum. Et pour la gestion des non-conformités, qu'est-ce qu'on a constaté qui pourrait poser problème? C'est le délai de transmission des fiches GNC à l'auditeur. Il y a un délai, hein, très clair. L'ISQ, à chaque fois, vous envoie les éléments de temporalité, hein, pour pouvoir répondre au plus vite. Donc, il y a toujours un délai, la dernière seconde, on envoie l'élément, la fiche DNC à l'auditeur, et on constate qu'en plus, la complétude, elle est partielle dans les fiches DNC. Ce qui ressort souvent, c'est l'analyse de l'étendue de l'écart qui est jamais renseignée. Jamais renseignée. Donc, ça repart à l'OF et ça revient, ça demande des explications. Donc, soyez, en plus, on avait abordé le sujet, hein, de la gestion des ANC de webinaire. Pareil, hein, lorsqu'on répond mettez bien les éléments de preuve effectifs pour les non-conformités majeures, et également dans la méthodologie de suivi des plans d'action non suivis. On se retrouve souvent à ne pas savoir comment les plans d'action vont être suivis. Donc, ça fera l'objet à chaque fois de retour avec l'OF, hein. On a des habituels OF où il y a un jeu de yo-yo permanent, mais qui prend du temps Mhm. finalement et qui peut avoir des impacts dans la comment dire, confirmation du certificat Calliope, entre autres. Tout à fait, exactement. Merci Thierry. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans les processus, parce que voilà, le Calliope, c'est une certification de processus. Donc, on a fait le choix de réfléchir en termes de processus pour ce webinaire. Et le premier, donc c'est le premier critère en général, le premier qu'on fait quand on démarre l'audit, c'est sur celui-là qu'on se penche au tout début, le processus de communication. Quelles sont les erreurs fréquentes, les non-conformités fréquentes qu'on constate sur ce processus-là, Karim? Juste, Raphaël, par rapport à ce qu'on vient de présenter en amont, Mhm. on est bien sur le retour des auditeurs, le Tout à retour fait. également d'OF, hein, Raphaël. Oui, Et donc, c'est important d'avoir cette vision d'anticipation. Vous l'avez compris, ça se prépare, un audit. Maintenant, on a Mhm. 5 ans, je parle de maturité. Ça fait 5 ans. On ne peut plus se retrouver dans des situations d'audit où on découvre, on apprend qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, il y avait ça. Ça fait partie aussi de l'objet de la veille. Et donc, ça se prépare. Et si on prépare correctement, c'est aussi des signaux forts qu'on transmet à l'auditeur de maturité et de l'intégration de la qualité dans son organisation. Et ce qui va amener à éviter les erreurs qu'on va voir, Raphaël, ensemble, Mhm. qui Mhm. sont, euh, qui sont réguliers. Et c'est fort regrettable parce que tout ce qu'on est en train de dire a fait l'objet d'apports d'informations dans les webinaires qu'on a animés entre 2024 et maintenant. Donc, voilà, n'hésitez pas, on a mis tous les webinaires, hein, en lien en dernière slide pour pouvoir vous faire des rappels en termes de veille aussi, pour éviter les erreurs. Typiquement, la communication. Bon, c'est encore quelque chose qui revient avec cette notion d'absence de diffusion des items, libellé exact la certification, le code RNCP, ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que l'information n'est pas exhaustive et exacte. Je vous fais juste un petit rappel, hein, qu'il y a un décret qui est sorti le 6 juin 2025, où là, on parle d'utiliser l'intitulé exact de la certification et des blocs et du ou des blocs de compétences que vous préparez, bien évidemment, et aussi dans l'ensemble des documents, quel qu'en soit le support communiqué. Donc, cette obligation spécifique qui était dans la V9, elle corrobore et elle existe et elle est consolidée par arrêté maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en conformité au sujet de cette disposition-là. Au même titre, sur l'indicateur 2, il y a un indicateur commun et ensuite il y a l'obligation spécifique. Et généralement, les CFA, ce qu'ils nous donnent,
c'est plutôt les indicateurs spécifiques au CFA et rien d'autre, alors que on attend quand même des indicateurs adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Donc souvent, on se concentre uniquement sur les indicateurs obligatoires qui sont attendus, très bien, qui doivent être diffusés, mais on doit également intégrer les indicateurs d'accomplissement et de performance. Tout à fait. Ensuite, une fois qu'on a fait le processus de communication, vient le processus de conception pédagogique. Quelles sont les erreurs qu'on constate fréquemment lors des audits Calliope? Oui, oui, alors en règle générale, bon, je dis bien en règle générale, Mhm. dans la conception pédagogique, maintenant, ça y est, on a bien Ouais. évidemment, alors attention, je vois déjà venir ce qu'on va me dire, on ne vérifie pas la qualité pédagogique, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le plan qualité, on verra s'il sera mis en œuvre, la deuxième partie du plan qualité en perspective. Mais cependant, la plupart du temps, ça va. Par contre, concernant les CFA et l'apprentissage, nous avons un constat clair, et ça avait été dit sur le précédent webinaire dédié à l'alternance, il y a une absence de vérification des missions proposées par l'entreprise avec le diplôme visé en amont de la contractualisation. D'accord? Juste, je fais un petit parenthèse, on débute, pour ceux qui sont faits du plan qualité, du premier axe où on parle d'individualisation de parcours. Et le CFA ne démontrait pas qu'il s'assurait de l'environnement professionnel répond aux exigences attendues de la certification. Vous n'êtes pas censé savoir pour toutes les structures qui proposent des certifications professionnelles inscrites au RNCP. On parle dans les fiches RNCP d'activités visées et de compétences attestées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en amont de la contractualisation, cette vérification des missions doit être faite. Et maintenant, ça doit être acté. Mhm. Sur ce sujet-là, c'est très important pour les CFA. Tout à fait. Et ensuite, sur l'évaluation des acquis à l'entrée de la formation. Alors, c'est intéressant parce que sur ce fameux indicateur, on oublie que deux choses. On parle de procédure de positionnement et procédure d'évaluation des acquis. Généralement, la procédure de positionnement, elle est définie, elle est démontrée, elle est mise en œuvre. Cependant, on parle également de l'évaluation des acquis à l'entrée. D'accord? Ça veut dire que l'organisme ne nous montre pas qu'il a défini et mis en œuvre cette procédure, ce qui lui permet de vérifier la maîtrise des prérequis. Je vous invite très fortement d'aller voir le glossaire. Parce que tout à l'heure, je vous parlais que le glossaire, certains le découvraient. Et là, dans cette situation, c'est important de s'approprier. Donc, il y a vraiment la procédure de positionnement et celle d'évaluation des acquis à l'entrée. On doit démontrer la mise en œuvre. Mhm. Deux choses dans cet indicateur. Ensuite vient les processus de réalisation. Voilà, on a défini la conception pédagogique, maintenant on la réalise. Qu'est-ce qui, dans ce processus de réalisation, vient souvent poser problème lors des audits? Oui, oui, oui. Au même titre, hein, comme on disait tout à l'heure, il y a un cadre réglementaire où les informations concernant les publics, lorsque vous avez des publics mineurs qui viennent en formation, alors c'est pas pour la plupart, mais certains accueillent des publics mineurs, attention, la transmission de toutes les informations inhérentes à la formation doit être transmise aux mineurs et également et surtout aux représentants légaux. Et ce constat, il est de plus en plus attendu parce qu'il y a un cadre réglementaire et législatif sur le sujet concernant les publics mineurs. Très bien. Autre point, c'est au niveau de l'indicateur 12 pour favoriser l'engagement et prévenir les ruptures de Ouais, parcours. ouais, c'est intéressant parce que on a souvent des prestataires qui nous disent, bah, regardez, on parle de mesures à mettre en œuvre, hein. D'accord? Ne l'oubliez pas, nota bene, c'est à mettre en œuvre. Donc, on démontre qu'il y a des mesures pour et matérialisées par des outils pour favoriser l'engagement et, c'est bien, et prévenir la rupture de parcours. D'accord? La plupart du temps, tout ce qui nous est présenté, on ne sait pas si c'est pour favoriser ou prévenir la rupture. Et des fois, il y en a qui disent, ah non, mais ah non, c'est pour prévenir. Ah non, non, bah, c'est pour favoriser. Donc, dans votre préparation d'audit également, dans cet indicateur, faites bien le distinguo entre favoriser l'engagement et la prévention de la rupture. Et surtout, matérialisé par des outils. Mhm. Tout à fait.
Autre point, c'est sur l'indicateur 11, le processus d'évaluation, qui est un indicateur commun, et donc c'est souvent oublié ça. Oui, alors c'est ce qu'on disait en amont, hein, euh, l'organisme doit démontrer la formalisation du processus, ce qui signifie que la procédure d'évaluation doit être définie, matérialisée par des outils. Donc, pour les bilans de compétences et les VAE, il n'y a pas de débat. On doit également démontrer, puisque c'est un indicateur commun, ensuite, on va aller sur l'obligation spécifique, par exemple sur la VE, sur la démonstration de la progression, du suivi de la progression. Mais si on démontre le suivi de la progression, c'est qu'en amont, on a travaillé sur un processus d'évaluation, bien évidemment. Donc, encore une fois, sur les deux catégories d'actions, on a constaté qu'on avait une absence du Mhm, respect de l'indicateur et du niveau attendu, puisque on est toujours confronté à la difficulté sur ces catégories où le prestataire nous dit, mais non, mais nous, on est uniquement concerné par l'obligation spécifique. Vous êtes concerné par l'indicateur en commun. Et mhm, ensuite, à l'obligation spécifique. exactement. Premier niveau, l'indicateur en commun. Deuxième niveau, les obligations spécifiques. Toujours dans la réalisation de ce processus de réalisation, et on revient encore sur l'apprentissage et ces questions de mission, l'anticipation des missions du jeune. C'est toute la subtilité entre l'indicateur 4 où on parle de la vérification en amont de la contractualisation et là on est dans la réalisation de l'action. Donc on vous demande d'anticiper en lien avec l'entreprise les missions court, moyen et long terme. Et ce qu'on constate, c'est que ces missions ne s'insèrent pas, généralement on nous présente des missions hein, quand il y en a, également. Mais ça ne sert pas dans une temporalité, dans une logique de Mhm, progressivité des apprentissages. Souvenez-vous du niveau attendu. On parle de logique de progressivité des apprentissages entre le centre et l'entreprise. Donc, on adosse notre conception pédagogique qu'on a vue précédemment aux missions attendues dans une logique de temporalité. Donc, on a encore cette difficulté-là à voir ces missions anticipées court, moyen et long terme. Mais j'espère qu'on va avoir des belles surprises sur les audits de surveillance, Raphaël, sur le sujet. Au même titre, hein, toujours pareil sur l'apprentissage, on a cette difficulté, on a abordé le sujet pendant longtemps et ça revient régulièrement sur la mise en œuvre des actions en direction des trois parties prenantes concernant l'apprentissage et la citoyenneté, la mixité des métiers. Bon, je ne vais pas vous refaire de l'AUS. Euh, le CFA, il doit intégrer dans son projet d'établissement les projets spécifiques, au moins autour de ces thématiques en direction des trois parties prenantes. Tu vois, Raphaël, je te donne des exemples, mais bon, on nous dit des fois, bah regardez, j'ai fait une affiche dans les couloirs sur la thématique. Bon, ok, très bien. On va monter d'un niveau et on va atteindre les actions maintenant avec cette maturité qu'ont les CFA, mais ça va être quelque chose d'extrêmement attendu parce que les auditeurs, très clairement, sur cet indicateur, euh, sont en attente hein, en tout cas sur les trois parties prenantes. C'est important de l'intégrer dans votre projet. Au même titre que l'apprentissage, hein, c'est les problématiques de réalisation d'actions concernant la mobilité nationale et internationale. On nous mhm, présente tous le personnel dédié, mobilité nationale et internationale, et ainsi de suite, mais aucune mesure de sensibilisation, d'action, d'accompagnement à destination des apprentis en faveur de la mobilité nationale. On nous dit, bah tiens, j'ai mon personnel, mais quand on rentre dans la démonstration des actions mises en œuvre, des mesures mises en œuvre, on doit aller un peu plus loin, s'il vous plaît, sur ces thématiques-là qui seront extrêmement attendues, hein. mhm. On arrive maintenant sur notre processus, sur les moyens matériaux et les moyens humains. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce processus-là, Karim? Alors, concernant le matériel, pour toutes les formations qui se déroulent hors des locaux de l'OF, on doit démontrer que les conditions d'accueil hein, sont bien adaptées à la prestation. Donc, Mhm, apporter des éléments de preuve d'écrits, formalisés, photos, entre autres, pour s'assurer en amont de la prestation que vous avez bien respecté les attendus. On doit s'assurer d'eux, hein. On retrouve encore ces difficultés-là. On a le même titre, au même titre pour les formations distancielles. On ne respecte pas, l'OF ne démontre pas le respect de l'article
D6313-1, hein, avec la mise à disposition d'une assistance technique et pédagogique. Et donc, toutes ces informations-là, logiquement, elles doivent être déjà transmises. On n'a pas à se retrouver, lorsqu'on aborde le sujet de la démonstration des moyens des sujets liés aux locaux, ça doit être très clair sur le sujet. On met à disposition une assistance technique et pédagogique. Ça doit même faire l'objet d'informations, je pense, nécessaires auprès des bénéficiaires. Concernant la difficulté des moyens humains, on a souvent cette difficulté concernant la vérification de la maîtrise des compétences des intervenants. Ça avait fait l'objet aussi d'un webinaire parce qu'on n'apporte pas les mesures qui permettent de démontrer qu'on l'a vérifié. Donc, je vous conseille pour le coup de vous replonger dans le webinaire sur cette thématique-là avec les éléments qui vous permettront de démontrer parce que c'est encore des difficultés qu'on rencontre lors des audits. Très bien. Au niveau du processus de veille, c'est l'exploitation qui pêche, c'est ça? À parler sur un webinaire de processus de veille avec la démonstration. Vous avez tous des moyens techniques, humains, matériels, pas de souci pour les différentes veilles exigées. Par contre, on a toujours cette difficulté de démontrer l'exploitation des résultats avec un éventuel impact sur les prestations, sur votre organisation, sur les processus et surtout sur l'amélioration continue. Mais je vous conseille également de retourner voir les webinaires sur ce sujet. Exactement. Un autre processus dont lequel on a déjà parlé également, c'est le handicap. Concernant les multisites, n'oublions pas qu'effectivement, il y a la démonstration par la fonction centrale du pilotage, hein, du processus handicap, pas de souci, on y présente des choses. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on va auditer sur les sites, donc il y a une notion de territorialisation, de géographie, d'accord? Donc il faut également démontrer comment vous mobilisez sur vos territoires vos propres réseaux de partenaires experts Mhm, dans le mhm. champ du handicap. Tout à fait. Un autre processus, et pas des moindres, celui sur les sous-traitants, hein, l'indicateur 27, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qui pose problème sur cet indicateur encore, Karim? On a toujours les difficultés à démontrer qu'on s'assure du respect du RNQ au regard des missions qu'on confie. Vous contractualisez la plupart du temps avec les sous-traitants avec des missions qui vous lui attribuez, mais par contre, on n'a pas les mesures de vérification. Souvenez-vous, j'avais abordé le sujet du niveau attendu. On parle de dispositions. Généralement, on les a, hein, les dispositions. Par Oui. contre, les mesures de vérification. Et c'est là que ça pêche encore. Donc, euh, encore une fois, on a animé suffisamment de webinaires sur ce sujet de l'indicateur 27. Vous devez démontrer que vous faites un suivi, un contrôle et une vérification de ce que vous avez contractualisé en termes d'émission avec le sous-traitant. Respecte bien le RNQ. C'est encore quelque chose. Alors, beaucoup d'améliorations, hein, on voit beaucoup de choses. Mhm, mhm, mhm. Cependant, c'est les mesures de vérification qui vont être extrêmement attendues. Tout à fait. Et maintenant, on se dirige vers le critère 7, hein, le processus d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on constate encore Oui. sur ce processus? Absence de sollicitation hein, des formateurs internes. Donc, on a du mal encore à démontrer le recueil des appréciations des formateurs salariés. Les externes, bon, ça corrobore avec ce que je viens de dire sur l'indicateur 27, hein, mais sur les internes, on vous dit de recueillir l'équipe pédagogique. Donc, après que tous les moyens de sollicitation qui existent, mais on a un vrai souci dans les retours des auditeurs concernant les formateurs salariés. Donc, pareil, dans la continuité les sujets qu'on a déjà abordés, mais qu'on retrouve aussi, c'est les modalités de traitement hein, des aléas, difficultés. On ne démontre pas qu'on les a définies, ces modalités de traitement. On est davantage sur la démonstration du traitement des aléas. Cependant, on vous parle de modalités et on a déjà abordé le sujet des différentes modalités qui vont vous Mhm. permettre en direction des quatre parties prenantes. Donc, le sujet des modalités revient aussi au même titre euh, que l'amélioration continue hein, dans les mesures, l'indicateur 32. Oui, la dernière partie, c'est le multisite. Alors, pareil, on nous démontre le pilotage de l'amélioration continue au niveau de la fonction centrale. Cependant, lorsqu'on a la démonstration de la prise en compte et la mise en œuvre de ce qui se passe sur les sites audités, on se rend compte que ça reste sur les sites ça remonte partiellement et on se constate que, comme je disais tout à l'heure, il y a des décalages entre ce qui s'est présenté et le déploiement et la mise en œuvre. Gardez en tête pour les multisites qu'on est dans une logique de systémique. Donc, ça doit
remonter. Et les auditeurs nous font souvent ce type de retour concernant la territorialisation de l'amélioration continue qui ne remonte pas vers la fonction centrale. Bon, ça c'est du suivi, hein. Quand on parle de vérifier, je vous renvoie vers les items, tout simplement, de l'arrêté du 31 mai 2023 sur multisite. Tout à fait, bien justement, hein, c'était le point suivant. Multisite, comme tu dis, ne pas Oui. oublier de prendre en compte ces items pour bien avoir cette navette entre fonction centrale, site, que les infos descendent et remontent bien. Autre chose sur les extensions de catégories et de sites, qu'est-ce qu'on peut constater sur cette typologie d'audit très particulière? Si vous sollicitez des extensions, n'oubliez pas que vous devez démontrer la mise en œuvre de l'action dans la catégorie, hein, Raphaël. Je pense que c'est un point que l'ISQ à chaque fois aborde pour s'assurer lorsqu'on demande cette extension, qu'il y a bien la mise en Mhm. œuvre effective d'une action. Donc ça, c'est un souci parce qu'il y a des auditeurs qui ont constaté également qu'ils faisaient une extension, mais il n'y a pas d'action sur les sites. Bon, là, on est hors périmètre du cadre réglementaire. Au même titre que l'extension de site, j'ai abordé le sujet du multisite, on doit démontrer le pilotage par la fonction centrale dans Mhm. l'extension de site. Donc, ça corrobore ce que je disais dans cette logique de territorialisation. Là, vous avez un site qui va se greffer à votre organisation. Une fonction centrale doit démontrer qu'elle le pilote. Exactement. Et voilà, et maintenant, une conclusion, Karim, s'il te plaît, sur ces sujets qu'on vient d'aborder. On parle de maturité calliopisien attendue. Euh, on en a rigolé suffisamment, mais c'est un peu ça le sujet. Parce que la réussite d'un audit, hein, elle repose avant tout sur la maîtrise des exigences. Comme je vous l'ai dit, des fois on découvre que les gens, le RNQ, ils le lisent 5 ans après. La capacité de démontrer la mise en œuvre concrète et les erreurs les plus fréquentes, hein, observées en amont, pendant et après, on vous l'a dit, hein, ça traduit souvent un manque de structuration, de traçabilité, de pilotage continu de la qualité. Et ce qui fragilise aussi d'une certaine manière la crédibilité du système. Et ça, les auditeurs, ils s'en sont conscients avec l'expertise et la formation dont ils bénéficient au sein de l'ISU. C'est un sujet pareil, hein. Les écarts, ils proviennent régulièrement de manque de cohérence entre les pratiques déclarées et les éléments de preuve présentés, de méconnaissance des indicateurs. Je vous disais une fois dans un webinaire, je dis ce que je fais ce que je dis, je le démontre. D'accord? Et c'est ça, on a des pratiques déclarées, mais après, sur les éléments de preuve, c'est pas en conformité. Après l'audit, bon, c'est un non-prise rapide des documents, des non-conformités. Bon, voilà, c'est pour consolider aussi une démarche d'amélioration durable. Euh, je dis pour conclure, quelque chose qu'on doit répéter en permanence. Calliope, c'est pas de la conformité administrative ponctuelle. C'est pas, ah, j'ai l'audit, bah, je vais le préparer 2, 3 semaines avant. Non, c'est un véritable outil de pilotage de la qualité. Ça exige rigueur, implication collective et suivi régulier. Et les organismes, c'est plus performant et on va le constater avec ce qui va arriver assez rapidement, que ça doit être un levier de progrès. Et c'est les organismes performants qui seront, en tout cas, en capacité de surmonter ça. Et je vous incite très, très, très fortement, en anticipation de vos audits de surveillance et de l'année 2026, c'est pas une parole en l'air, de vous replonger, je sais que ça va vous prendre du temps, mais de vous replonger dans les webinaires qu'on a animés parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets et de points abordés durant le précédent pourraient répondre à ce qui va arriver à court terme. Voilà. Très bien. Merci Karim. Et donc voilà, prochain webinaire, jeudi 18 décembre 2025, sur le sujet, comme on avait fait l'année dernière sur le dernier webinaire de l'année, on revient sur l'année 2025 et perspective de l'année 2026. Et maintenant, je vais laisser Louis nous dire s'il y a eu des questions sur le chat et on pourra y répondre. J'espère. Oui, messieurs. Alors, Raphaël, tu as parlé d'un slide avec les liens vers les webinaires Oui, qui ont eu lieu cette année. Est-ce que tu peux l'afficher parce que j'ai eu des Alors, demandes? il est là en annexe. Ce sera le dernier, la toute dernière slide. Vous avez ici tous les. Si vous cliquez sur, je vais pas le faire parce que sinon ça va faire le bazar dans le webinaire. Mais si vous cliquez, ça renvoie direct vers le lien, le replay qui est sur notre chaîne YouTube. Sachant que le support avec les liens vous sera envoyé dans les prochains jours. Tout à fait, c'est par ça. Benjamin. Donc, revenons à nos moutons.
Karim, une petite question sur la date d'enregistrement. On me demande si elle correspond à la date de publication de la fiche ou à la date de début des parcours certifiants. Alors, c'est une question qu'on avait déjà abordée, hein, le sujet de la date d'enregistrement. Il y a certaines fiches où il y a vraiment, on parle des dates d'échéance, des dates Oui. d'enregistrement, et on avait dit que lors d'un webinaire, qu'on prendrait la date d'échéance et ou la date de parution. C'est le choix, on va dire, du prestataire. Cependant, nous, on doit s'assurer qu'il y a bien la diffusion d'une date correspondant au diplôme attendu. Parce que on a constaté, avec le travail qu'on avait fait avec Raphaël et Laure, qu'il y avait aussi des fiches RNCP où des fois, il n'y avait pas la date, hein, sur certains Mhm. indicateurs et autres, parce que c'était l'architecture de France Compétences qui était comme ça. Mais la plupart du temps, on a une date soit d'échéance, soit d'enregistrement ou soit de parution. Merci. En tout Une cas, question. juste sur ce point-là, ça ne fera pas l'objet, et j'insiste, ça ne peut pas faire l'objet d'une non-conformité. Hein, Raphaël, je parle sous ton couvert, mais on l'avait dit, c'est le constat, c'est la diffusion de l'information liée à la date Exactement, de c'est ça. l'information. Hein. Tout à fait. Une question sur, je sais plus, avant-dernier slide concernant les aléas. Et on me demande s'il est possible de préciser les modalités de traitement des aléas. Alors, c'est bien parce que juste avant, on a mis en annexe les Hmm. thématiques des webinaires. Sur le critère 7, il y a tout un webinaire qui est consacré à l'amélioration continue au critère 7 et sur les modalités de traitement des aléas. On avait dit, alors, je ne vais pas me répéter, mais on peut avoir différents outils, différentes mesures qui démontrent les modalités. On est bien sur les modalités. Et ensuite, on ira voir la gestion du traitement parce que ça fait l'objet de l'indicateur 32 où on vous dit on analyse les réclamations, donc on se réfère aux modalités de traitement. Donc les Mhm. modalités, ce sont des outils, des mesures qui vont être mis en place, euh, des tableaux de réclamation, des mails de réclamation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, pour le coup, je vous renvoie, parce que le temps joue contre nous, je vous renvoie vers le webinaire. Ouais, ça va souvent être le cas, étant donné qu'on commence à avoir quand même traité pas mal de sujets. On me demande de faire la distinction sur les CFA et les CFA hors les murs, concernant les indicateurs spécifiques. Alors là, Est-ce qu'il y a... Oui, ouais, je vais te ça va répondre être trop de long. suite. Je veux bien que la personne qui demande nous recontacte et Hmm. on fera le point, parce que là, je peux pas le traduire, je peux pas le présenter là sous 2 minutes chrono. Donc, la personne qui Ouais. pose la question, pas de problème, elle se rapproche de nous parce qu'il y a une vraie spécificité. En plus, il y a une Hmm. administration du pilotage, la fonction centrale. C'est très complexe comme organisation des CFA hors mur. Donc, je préfère qu'on prenne attache avec nous après le webinaire sur le sujet. Merci de le préciser. Une dernière question concernant la formation de public mineur. On me demande si, en plus des informations transmises aux employeurs, il faut aussi mettre dans la boucle les représentants légaux, même si on n'a pas leurs coordonnées. Dans- dans- Oula! Donc Ah! là, c'est un souci. Ouais. Oula! 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 Là. Je ne vais pas prendre ma casquette de contrôle de rillettes ou autre. Là, pour le coup, non. Vous devriez avoir les informations des représentants légaux Mhm. concernant les mineurs que vous accueillez, quoi qu'il se passe, que ce soit par le biais des partenaires du service public de l'emploi, déjà typiquement, très clairement. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, en termes de contractualisation, de diffusion d'informations, c'est le cadre légal. On doit, quoi qu'il se passe, associer les représentants légaux. C'est vrai que on a plutôt une fâcheuse tendance à dire, bon, bah, l'employeur, c'est lui qui a... Non, il y a nous, en tant que prestataire CFA, les informations liées à la formation propre, c'est envoyé également aux représentants légaux. J'ai pas entendu, hein, lui, que l'OF n'avait pas les coordonnées des représentants légaux. Non, non, on n'a pas entendu. On me glisse qu'il serait intéressant d'avoir un webinaire sur les CFA hors les murs. Voilà. Ah, eh ben, je conseille à la personne de prendre attache avec nous. On fera le plaisir Mhm. de lui donner en tout cas des éclairages parce que c'est très spécifique. Et les CFA au mur,
c'est pas la plupart des CFA qui sont hors mur en France, Mhm. d'accord? Il y a des spécificités, je préfère, même, on en reparlera peut-être sur l'ISQ, expertise entre autres, ça peut être un sujet qui peut être abordé par expertise, mais s'ils veulent avoir des infos, oui, on peut parler de ce sujet, c'est très, très, très spécifique. J'ai une question handicap. Est-il obligatoire d'avoir formé ses formateurs sur le thème accessibilité et handicap avant l'audit ou est-ce que c'est OK si c'est en projet au moment de l'audit? Pas de formation ou d'information. Alors, On me parle de formation, pour alors, le coup. il y a à aucun moment dans le RNQ ou dans les autres, on vous parle de la nécessité, de l'obligation de former. Je pense que la personne a dû parler d'information et de sensibilisation Peut-être. plutôt de l'équipe pédagogique. Oui, parce que dans le cadre de la démarche aussi, on parle dans le 22 de professionnalisation. Ça peut tout à fait être intégré dans cette logique-là. De toute façon, lorsqu'on a abordé, vous vous souvenez, au webinaire sur le handicap, le handicap touche maintenant sur la V9 une dizaine d'indicateurs, de la diffusion de l'information à la conception, à la mise en œuvre. Si on n'a pas, à un moment donné, sensibilisé, accompagné, fait monter en compétence aussi les formateurs dans la situation de laquelle une personne en situation de handicap, ça risque d'être compliqué le jour de l'audit, hein. Ça va pas être le référent handicap, comme j'ai pu l'entendre et le voir sur certains OF, qui va faire la conception pédagogique, l'adaptation pédagogique, ainsi de suite. Je pense que dans le cas de l'indicateur 10, typiquement quand on parle de mise en œuvre et d'adaptation, c'est le formateur qui va démontrer l'adaptation aux Mhm. personnes en situation de handicap qu'il accueille, hein. Donc oui, oui, Eh ben, écoutez, merci. Je regarde, on est là, c'était oui, il nous encore reste encore concernant les deux minutes. CFA. Une petite dernière, allez, Une petite dernière. sur le RGPD, tiens, effectivement. J'étais passé à côté de la première. Concernant le RGPD, est-ce qu'il faut tout anonymiser? C'était une des premières questions qu'on a eues. Dans le cadre du bilan de compétences, la question elle est liée Je au bilan de pense que c'était, compétences. oui, 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 c'était, vous en parliez tout à l'heure. Oui. Hein, oui, c'est dans le cadre du bilan de compétences. Bah, là, c'est le cadre légal, c'est la loi, d'accord? L'auditeur, lui, n'attend pas, en tout cas quand il audite le bilan de compétences, c'est au prestataire de faire la démarche. L'auditeur, lui, il attend les éléments de preuve processés et par Mhm. indicateur, d'accord? Mais c'est au prestataire, c'est la loi, c'est le prestataire qui accompagne qui doit faire cette démarche-là, d'accord? OK? Et si seulement la loi elle est aussi claire là-dessus, s'il demande aux bénéficiaires accompagnés l'autorisation dans ce cadre-là de l'audit, éventuellement de non donner son nom et son prénom, il faut que ça soit aussi formalisé entre l'accompagnant et le bénéficiaire. Dans le cas de l'audit, mais l'auditeur, lui, dans le bilan de compétences, il attend pas le prénom et le nom, au contraire, il doit respecter ce cadre-là. Eh bien, merci, c'est très clair. Bon, très bien. Écoutez, si en tout cas à tous les prestataires de cette rendue disponible, on a la ligne droite. Je sais d'avance, je voulais faire encore, il me reste une minute, puisque je suis beaucoup sollicité sur ce qu'il se passe ou ce qui va se passer plutôt. Est-ce qu'il va y avoir la V10? Est-ce que ceci, le plan, qualité, ainsi de suite? Pour l'instant, on est figé. On a une instabilité sociopolitique qui ne nous permet pas, nous, en tout cas, de s'engager sur des choses, même si on entend beaucoup. Vous savez, il y a un principe, Raphaël, je passe sous ton couvert, hein, c'est d'aborder les sujets lorsqu'il y a les décrets et les Mhm. arrêtés qui sont posés. Vous savez, entre ce qui a été dit et la réalité de ce qui sera acté, des fois, il y a des deltas. Et on se rend compte Mhm. très vite sur l'apprentissage aussi qu'il y a des choses qui avaient été annoncées, qui ne sont plus en ordre de marche, ainsi de suite. Donc, vous savez que l'ISQ vous donnera les informations quand ça sera acté. On ne fera Mhm. pas comment dire, de webinaire ou d'informations incongrues. Ce n'est pas notre rôle. On est un organisme certificateur sérieux, professionnel et reconnu. On ne va pas aller propager des informations sur LinkedIn, entre autres, et tous les réseaux qui peuvent. Ce n'est pas notre rôle. Il y a d'autres structures qui le font très bien mieux que nous. Mais si ces structures-là sont déjà des avances en termes d'information
attendus dans ce marasme actuel, ben, bon courage pour pouvoir l'éprouver par la suite. Nous, on restera sur ce qui a été acté, Mm. Raphaël, hein? C'est ça, le vrai, le concret, tout ce qui a été publié au journal officiel, nous, voilà, c'est ça. Tant que c'est pas dessus, c'est pas C'est tout. officiel, donc on n'en parle pas. Et encore une fois, retournez voir nos webinaires par anticipation. Voilà, c'est la seule chose qu'on pourrait vous dire. Merci à tous. Merci Raphaël, merci lui. Bah, merci à toi, Karim. Et Merci, à Louis. bientôt, Merci à vous. Bonne voilà, au journée. mois de décembre. À Allez, à la bientôt. Bonne prochaine. Bonne journée. journée. Au revoir. Merci. Au revoir.